Bien, je vais demander à notre Benjamin de faire l'appel. Merci Monsieur le maire. Bonjour mes chers collègues, bonjour à tous. Donc allons-y pour l'appel. Richard Mallier, Anna-Paula Lancron, Marie-Odile Armandon, Mathieu Pietri, Monique de Salomon, Roger Bossé, Corinne Lemeu, Edmond Bétégion, Édouard Alexandre, Monsieur Morateur, Claude Lampeau, Armand Chamelin, Claudine Lachintre, Colette Poulet, Dominique Dièche, Roger West, Yann Pertuzel, André Gauthier, Véronique Garnier, Catherine Bienfait. Il y a un pouvoir pour un Marie-Christine Rodriguez, Stéphane Gerassini, Patrice Lanzon, Joseph Cassaro, Marie-Pierre Pistiello, Vanessa Pachia, Christine Sicardi, Marie-Christine Auberniquez, Jean-Marc Botin, voilà. Alain Dubois n'est pas là, Véronique Bianchi est excusée, Hervé Bisson et Anthony Choucroune. Donc on va être au corps, monsieur le maire. Bien, merci. Donc nous avons la déclaration liminaire. On va tâcher de faire comme ça. Voilà. L'ordre du jour de ce soir, mes chers collègues, nous appelle à. On a essentiellement un certain nombre de. Ah oui, alors on m'annonce, M. Botin, vous avez vu la déclaration liminaire. C'est grave, bon, c'est pas grave. Alors, comme nous sommes ici au Terlan jusqu'à la fin de l'année, sachez que dans cette configuration, nous avons quand même un conseil municipal qui est filmé, qui sera même diffusé sur le site de la ville. Par contre, nous n'avons malheureusement que 2 micros dans lesquels il faut parler. Vous voyez que je parle près, il faut parler dans le micro, et donc il y aura, je garderai un micro, sauf pour les rapporteurs qui sont près de moi, je passerai le micro. Mais autrement, c'est un micro à qui, Jean-Pierre, je te demande de. Oui, Jean-Pierre, il est parti. Jean-Pierre, il faut essayer de se réveiller, faire en sorte d'anticiper pour le micro, pour l'autre micro. Quand le rapporteur parle, je vais parler. Donc demandez la parole de manière à ce qu'il puisse vous donner et qu'il n'y ait pas de temps mort pour le temps mort. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Donc, évidemment, le conseil municipal de ce soir, bien que relocalisé dans la salle des fêtes, n'échappe pas à la règle, puisqu'il sera aussi filmé. Je tenais à vivement remercier tous les acteurs du forum des associations, notamment évidemment les bénévoles. C'est toujours une immense fierté de constater le dynamisme de notre commune, en plus d'un immense plaisir que de venir à la rencontre des bénévoles pour échanger sur les loisirs qu'ils proposent, qu'ils soient culturels, sportifs ou autres. Je tenais également à remercier les organisateurs de l'ouverture de la saison culturelle qui a démarré fort sur ici même l'esplanade des Terres Blanches en dépassant les 700 participants. Engouement retrouvé également hier pour le 11e festival des voix sous les platanes sur l'esplanade de la Bastille de la Salle, organisé par l'association Wolfgang en partenariat avec la commune évidemment, puisqu'il y avait 360 chaises, elles étaient toutes pleines et qu'il y avait des gens debout à côté. Avec évidemment l'esprit de cette manifestation voix sous les platanes, qui est un esprit évidemment très convivial. Le patrimoine bouquet que l'actuelle municipalité s'efforce de valoriser comme ça n'a jamais été fait, a fait le bonheur de nombreux habitants lors des journées du patrimoine.
La balade Découverte des Bastides et des Hommes, ainsi que l'exposition au château La guerre en images 100 ans déjà, ont rencontré un vif succès. Pour continuer dans le divertissement, il vous est proposé un spectacle d'humour poétique le vendredi 12 octobre dans cette même salle à partir de 20h30, récompensé par le prix du cirque de la ville de Barcelone et intitulé Rien à dire, et joué par Léandre Rivera. On va annoncer aussi peut-être Manuel Valls serait dans la tour. La salle des fêtes passera ensuite de théâtre Observatoire d'étoiles à partir du mercredi 17 octobre à 19h, puisqu'elle accueillera le planétarium mobile Péresque. Côté château, les expositions et l'art laissent place à une programmation très diversifiée. En effet, depuis le 20 septembre et jusqu'à la fin du mois, vous pourrez découvrir l'exposition 20 ans de nature en peinture, mettant en lumière le peintre Jean-Luc Raffi. Puis, dès le 6 octobre, la semaine italienne prend la place pour faire découvrir une exposition destinée à découvrir la commune de Fiesole, avec laquelle nous avons signé, vous savez, un pacte d'amitié. Le vernissage est prévu le samedi 6 octobre, en fin de matinée, et ce, en présence du maire de Fiesole, Anna Araboni. Évidemment, vous pouvez prendre sur le site du comité de jumelage l'ensemble du programme de cette semaine italienne, et j'en profite pour remercier tous les membres du comité de jumelage qui ont préparé la semaine française à Fiesole, qui a été d'ailleurs, puisque vous nous avez montré, un certain nombre de collègues ici présents, à cette semaine italienne, semaine française en Italie, et nous en sommes revenus ravis parce que c'est vrai qu'elle était fort intéressante. Je n'avais pas connu trop, mais j'ai eu de nouvelles connaissances sur ma commune. Vous voyez comme quoi on apprend tous les jours des petits points de détail, certes, mais sur la commune de Nouvelle que je ne connaissais pas. Alors, le dîner d'ensemble du samedi 6 au soir, évidemment, est important, puisque c'est un samedi italien, de même que la conférence dégustation du dimanche 7 à 18h30. Tous les deux sont évidemment sur inscription. Alors dépêchez-vous de réserver votre place auprès du comité de jumelage. Le château ne changera pas, puisque la peinture réhabilitera les murs du château dès le 17 octobre, avec l'exposition L'éveil comme instance donatrice proposée par Sama. Enfin, le 20 octobre, à partir de 20h30, sera donné le premier café-concert de cette nouvelle saison par 5 chanteuses formant la Mossa, sur le thème des polyphonies du monde. Dès ce soir et jusqu'à la fin du mois, l'association Plumes Étoiles a pris possession des murs de la bastide de la salle pour son exposition Septembre en mer, dont le vernissage aura lieu vendredi soir à 18h30. La DSB aussi vous proposera dans ce même lieu, le 6 octobre, une conférence dédiée aux fouilles de Montory. Je n'ai pas l'heure exacte, mais il y a eu 15 heures, me dit-on, il y a eu une conférence lors de la fête du village là-dessus, où il y avait énormément de participants, et il a été demandé de refaire cette conférence, donc elle sera faite par la DSB le 6 octobre. Côté bibliothèque, les plus jeunes seront comblés avec des contes pour bébés animés par l'association 1001 Paroles sur entrée libre le 3 octobre à 16h. Et un bouchou concert le mercredi 17 octobre à 16h. Pour les adultes, Jean-Louis Pietri et Jean-Paul Fiorentino, qui étaient d'ailleurs présents à Fiesole, viendront présenter leurs livres respectifs sur Baudelaire le mercredi 10 octobre à 18h30. Alors le conseil de ce soir traitera l'aménagement du territoire avec une DUP prévue sur le centre-ville, une autre DUP aussi, si je ne m'abuse, sur le quartier Kouniaou. À côté de ça, les demandes de subvention versées au titre de la pénalité SRU,
ainsi que d'autres qui ont été demandées au conseil départemental. Et évidemment, vous aurez la première décision modificative. Ce n'est que la première, puisque vous aurez la deuxième au mois d'octobre. Nous examinerons les questions courantes de ressources humaines ainsi qu'un point d'information sur la rentrée scolaire. Ceci étant, j'en profite pour vous dire tout de suite que le prochain conseil municipal se tiendra le 29 octobre. C'est ça? C'est ça? On a dit oui, voilà. 29 octobre, ici même dans cette salle. Et nous examinerons le point d'information pour la rentrée que ce sera le plaisir de vous faire l'adjoint délégué au scolaire, entre autres. La propreté de notre environnement est un sujet majeur pour de nombreux habitants et pour la majorité municipale. J'espère qu'il en est de même pour l'ensemble du conseil municipal. Engagés dans une démarche éco-citoyenne, nous vous donnons rendez-vous devant la mairie dans le cadre de l'opération Nettoyons la nature, le samedi 29 septembre, c'est-à-dire ce samedi à 10h, pour la distribution de gants, sacs poubelles et chasubles. Je vous prie de m'excuser, je l'ai dit, je ne serai pas présent samedi, puisque je rentre samedi soir, étant à Bourg-en-Bresse, au congrès national de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, où je pense avoir le plaisir et l'honneur de voir le chef de corps départemental des sapeurs-pompiers de Bouches-du-Rhône, élu président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Donc il y a une grand-messe le samedi matin qui finit à 13h, donc on sait bien que je ne pourrai pas être samedi matin ici même. Au programme du nettoyage, il y a 6 sites, centre-ville, les abords du gymnase Guy-Drut, le quartier de la Salle, le quartier de la Bergerie, les abords de la colline aux Terres Blanches, ici même, et l'aire de jeu des vergers, tout au long de la matinée. Donc, les enfants accompagnés d'adultes référents sont invités à y participer. Et je vous invite toutes et tous à y participer. Chasseurs et promeneurs devront cohabiter jusqu'au 28 février 2019, ce qui sera la fermeture de la chasse, puisqu'elle est ouverte depuis le 9 septembre jusqu'au 28 février. La société de chasse Saint-Hubert est une institution sur la commune. Je dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Et je relis donc avec ce que j'ai dit auparavant, créée en 1925, elle a toujours suivi et véhiculé des valeurs de protection de la faune et de la flore. Partenaire de l'action surveillance en forêt, où des bénévoles encadrent des jeunes dans la construction d'abris, elle participe tout au long de l'année à des actions de protection de l'environnement. Partenaires indissociables du CCFF, l'association a de nombreux bénévoles impliqués dans les comités de feux de forêt communales qui tend à prévenir le départ d'incendies durant la période estivale. Mais tout un panel d'actions qui en font plus qu'une simple société de chasse. Cette période délicate en termes de cohabitation avec les promeneurs va être un moment d'échange et de partage où chacun est amené à faire des efforts. Les uns voulant profiter du terrain de jeu et les autres de la quiétude du lieu, tranquillité mise à mal par les coups de fusil et les dangers que cela induit, évidemment. Trouver un équilibre, c'est jamais évident, mais pour cela, rien de mieux que communiquer. Alors, n'hésitez pas à aller à la rencontre des autres, à aller participer au CCFF et puis participer samedi matin au nettoyage de la commune. Tout au moins des sites prévus sous l'égide de l'adjoint délégué pour l'environnement et le développement durable. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, place à l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, on a évidemment, le premier point, c'est l'adoption du compte-rendu de la séance du 3 septembre 2018. Donc c'est le dernier conseil municipal qui lui a été fixé. Donc je demande d'adopter ce compte-rendu. Il n'y a pas de voix contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Le deuxième point d'ordre du jour, c'est l'avis sur les dérogations exceptionnelles à la planification du travail de dimanche accordée pour le premier titre de l'année 2019. Donc il vous est proposé d'ouvrir le dimanche 13 janvier, 7 juillet, 14 juillet, 21 juillet
28 juillet, 4 août, 15 septembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembre. Est-ce que vous avez, là-dessus, puisque je vous demanderai votre avis, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Plisson, donc, levez bien la main pour que Jean-Pierre vous voie. Bonjour. Oui, je souhaiterais plus savoir quels sont les magasins qui seront concernés par ces ouvertures. En fait, tous les magasins employant des salariés. Puisque on leur permet d'employer des salariés le dimanche, donc ils devraient avoir recours. Par contre, les commerces qui sont tenus par le propriétaire ou sa famille ne sont pas concernés. Enfin, je vous fais remarquer que la plupart des magasins alimentaires sont ouverts déjà le dimanche matin. C'est de droit. Voilà. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt d'aller encore ouvrir le dimanche après-midi. On se croirait à Marniou, quoi. Et jusqu'où ira le consumérisme dans une ville nature? Ça me semble un peu contradictoire. Simplement, M. Plisson, sachez que le maire a possibilité de donner une vingtaine d'autorisations. Il faut qu'il demande l'avis au conseil municipal, ce que je fais. J'ai limité ça à 12. Que ça monte peut-être pas autant, mais certains peuvent demander, par exemple, je sais que Decathlon a déjà demandé les dimanches, pas tous les dimanches qui sont là, mais des dimanches, que d'autres vont me demander les dimanches du mois de décembre, il y en a quand même 5, on a ciblé, si vous voulez, en dehors des dimanches du mois de décembre, qui sont au nombre de 5, on a ciblé 7 autres dimanches. 15 septembre, 4 août, 28 juillet, 21 juillet, 14 juillet, 7 juillet. Il y a des raisons suivant les secteurs. L'alimentaire, c'est l'alimentaire. Il y en a d'autres qui ont le droit aussi, la possibilité. La loi Macron, malheureusement, de 2015, a revu un peu tout ce que je connaissais, moi, puisque j'étais trompé là-dedans il y a une dizaine d'années, donc un peu plus, non, une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a des secteurs. Je pense que si le commerce me demande et qu'il y a l'avis des centrales syndicales, écoutez, on les sert. De toute manière, si nous on ne leur permet pas, les gens vont entendre campagne. Donc à la limite, il faut défendre nos petits commerçants et leur permettre, s'ils ont envie, d'ouvrir. Voilà. C'est tout, c'est clair. On est là aussi pour défendre nos commerçants, les commerçants ouverts. Plus de questions, donc je mets au voie cette délibération. Il me faut l'avis du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des voix contre? 2 contre, abstention, il n'y en a pas, donc majorité. Ensuite, nous avons un contrat d'assurance des risques statutaires. Alors, c'est ça qui nous provient du CDG. Donc, le CDG, puisque nous avons. C'est ça, hein, c'est le CDG, accident du travail, maladie professionnelle, décès, congé en maladie et longue durée. Voilà, donc on a. Le CDG nous a communiqué le 30 juillet les résultats concernant le contrat d'assurance. Et je vous propose d'accepter ce qui a été attribué par le CDG dans le cadre d'un marché et donc de les affilier à celui-là. Est-ce que vous avez des questions? En fait, on est à 3,25% de cotisation. Madame Berlinke, vous avez la parole. Oui, bonsoir. En fait, je voudrais comprendre un petit peu. C'est pas mon domaine. Donc, qu'est-ce que c'est que le contrat origine capitalisation? C'est contrat capitalisation, ça va être un contrat de prévoyance. Ça doit être la prévoyance, hein, c'est ça? Alors, c'est avec la CNP, hein, avec un gestionnaire.
qu'on doit avoir en couverture pour nos agents, hein, je veux dire, tous les fonctionnaires ont ça, enfin, pas les fonctionnaires d'État, mais les fonctionnaires territoriaux ont ça. Et donc, nous, ce qu'on appelle les risques statutaires, qui concernent d'ailleurs les statutaires, donc les titulaires, et c'est un contrat qui prévoit, encore une fois, l'accident du travail, la maladie professionnelle, le décès, congé longue maladie et congé longue durée. Voilà. Donc, et on a un avis du CT, Romain Garnier, c'est ça, hein, avec un avis favorable. Je confondais avec les 10, j'en ai deux. C'est sûrement bon, hein, pour les agents. Mais bon, si j'ai relu là, puisque ça fait suite au rapport qu'on avait voté le 23 avril 2018, où on demandait au centre de gestion de mener l'étude. On a donc le résultat. Donc, pas de problème. Donc, moi, j'avais relu que ça concerne en grande partie la santé, puisque j'avais lu que c'était 25 € par mois apporté par l'employeur. La prévoyance, c'est 1 € par mois, ce que j'ai bien lu dans le rapport il y a quelques mois. Mais c'est le terme de capitalisation qui nous surprend un peu, parce que en prévoyance en soi, santé, pourquoi capitalisation? Est-ce que ça renvoie vraiment au terme qu'il y a derrière, ou est-ce que c'est pour la partie prévoyance seulement? Je ne sais pas. Enfin, c'est pas... Sachant, on est bien d'accord que les agents prennent ou ne prennent pas. Exactement. D'accord. Les agents prennent ou ne prennent pas, il y a une participation de la collectivité. L'agent prend, mais il a une participation de la collectivité. Maintenant, Bon, enfin, c'est pas fondamental, mais c'est un peu sûr. Je ne suis pas sûr que ça soit ça. Parce que la capitalisation, c'est pour les assurances vie, mais ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de... Or, à mon avis, c'est pas ça. Je me demande ce que le mot capitalisation fait là. C'est tout, c'est clair. Je ne peux pas vous répondre à la question. Mais je trouve que votre question est très pertinente. La capitalisation, c'est que pour la prévoyance. Probablement. Pour la santé, ça doit être que ça. Je pense aussi. C'est dans la partie de prévoyance. Après, bon, comme il y a une assurance décès, c'est pas une assurance vie. La capitalisation, c'est une assurance décès. D'ailleurs, le taux étant à 0, voilà. Le taux étant à 0,15, ça m'étonnerait qu'il y ait capitalisation à 0,15. Voilà, c'est clair. Donc je ne sais pas pourquoi on a mis capitalisation dans la déclaration. Enfin, en tout cas, moi je fais confiance au CDG pour cette mutualisation de l'ensemble des agents du département, pour les communes en tout cas de moins de 400, pour votre information, toutes les collectivités, y compris les collectivités qui ont plus de 1000 fonctionnaires, voire 2000 fonctionnaires, sont aussi passés par le CDG. Voilà. Et le comité technique, j'ai eu l'occasion de parler deux comités techniques, deux différents, a dit donner un avis favorable à un tel contrat. Voilà pour la réponse. Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Alors, on a l'autorisation de signature d'une convention de mise à disposition d'un agent de la commune de Double-Air auprès de la commune de Saint-Marc-de-Mégarde. Alors là, il s'agit de mettre un agent un jour par semaine. Un jour par semaine auprès de la commune de Saint-Marc-de-Mégarde. C'est un agent qui fait de l'urbanisme auprès de chez nous. Et donc, il nous est proposé de le mettre jusqu'au 30 septembre 2019, à partir du 1er octobre, sous réserve de l'avis de la CAP. Qui d'ailleurs est arrivé, non? Non, il n'est pas arrivé? Non.
il devrait arriver au CAP. Évidemment, ne vous inquiétez pas, nous serons remboursés à l'euro près de cette mise à disposition. C'est quelque chose d'assez classique. Juste une question, pourquoi Montpellier et que font les autres communes du territoire aixois? Pourquoi Montpellier? Parce que le maire m'a demandé, le maire de Saint-Marc-Jean-de-Garde m'a demandé si on avait à lui mettre à disposition un agent dont il a besoin d'un jour par semaine compte tenu du nombre de permis, etc. Voilà, donc on a vu avec le service, avec l'élu délégué, nous avons regardé ça et on est d'accord là-dessus. Eux-mêmes délibèrent, je crois, demain ou après-demain sur la. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Les autres communes, alors il y a un moment où, me semble-t-il, les communes adhèrent au service instructeur de la métropole, du territoire. Là, le maire de Saint-Marc m'a demandé si nous étions. Je réponds favorablement, c'est pour ça que j'ai mis cette convention lors du jour du conseil municipal. Voilà, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? Donc il n'y en a pas. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons création de 2 postes non permanents pour faire face à des accroissements temporaires d'activité. Voilà. Écoutez, je crois que c'est suffisamment. Il s'agit de gardien complexe. Voilà. Destiné à remplacer les 2 gardiens qui partent à la retraite, donc, et on voit qu'ils commencent assez vite, de manière que ces postes ne seront pas libérés tout de suite. Donc, je vous demande la création de ces 2 postes-là. Pas de questions? Oui, Madame Oberlinkes? C'est dans la manière dont ça a été écrit. Donc on a effectivement les deux emplois. Et ensuite, il est également proposé de pouvoir recruter 2 agents contractuels sur ces postes selon les modalités. Ce n'est pas 2 agents en plus, c'est selon les mêmes. C'est sur les postes en question. Bien entendu. D'accord. Bien entendu. Mais je ne pourrai recruter qu'à partir du moment où vous m'aurez créé le poste. Je le dis, je le répète, on passe chaque fois en conseil municipal. Chaque fois qu'on crée un poste ou qu'on supprime un poste, on passe en conseil municipal. C'est pour ça que le registre personnel est tenu au fil de l'eau, si je puis dire, au fil des conseils municipaux. Donc je vous explique après, une fois que vous avez créé ça, je nommerai 2 personnes sur ces emplois-là. Plus de questions, je mets au voie cette délibération, voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons ensemble une procédure de DUP, déclaration d'utilité publique pour la réalisation. Pardon. Après, il s'agit de 2 postes permanents, excusez-moi, mais c'est 2 postes, je croyais que c'était celui-là. Donc, il s'agit de créer un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet. Et puis un poste d'agent administratif en charge de l'accueil, référent du transport scolaire. Voilà. Questions? Pas de questions, donc je vais ouvrir cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Alors maintenant, lancement du DUP alors il s'agit de l'immeuble où il y avait le Saint-Gérand, la table de papa. Voilà, donc il vous est proposé, comme il ne se passe rien là-dessus, de lancer une DUP sur ce bâtiment, de manière à ce que la commune puisse après faire un appel à projet, de manière à ce qu'on puisse faire quelque chose de ce bâtiment, qui va se dégrader, qui est exploité, qui est un certain nombre de choses. Donc voilà. Donc, évidemment, je vous rappelle notre volonté, c'est redynamiser le cœur du village. Évidemment, le maintien de l'offre commerciale existante, voire le confortement, c'est-à-dire
l'extension de l'offre commerciale existante. Évidemment, ça ne vous a pas échappé qu'au niveau du patrimoine, nous sommes extrêmement sensibles à ça. Et puis, nous sommes en plein sur la place, ce bâtiment est sur la place, donc on est sensible à ce qui va se passer. Voilà, et puis nous avons besoin, évidemment, compte tenu de la loi SRU, dans son article 55, de logements sociaux. Monsieur Plisson. Je crois effectivement que c'est une bonne chose de se positionner par rapport à ce bâtiment, où beaucoup de gens d'ailleurs se demandent à quoi il sert, à qui il est, ce qu'il devient, etc. Je crois que c'est une bonne chose. Après, bon, sur l'ouverture éventuelle de commerce, je suppose au rez-de-chaussée de ce bâtiment, ça aussi, ça serait bien. Le problème, c'est que ça renvoie à la problématique des parkings. On sait aujourd'hui, malheureusement, que les gens ne peuvent plus faire leurs conditions autrement qu'avec leur voiture. Et déjà, les commerces présents sur la place sont coincés par le fait que les gens ne viennent pas parce qu'ils ne peuvent pas se garer. Donc, rajouter des commerces, ça serait super, mais est-ce que la clientèle existera? Parce que les gens, on sait, préfèrent aller à Sambaki ou plus loin, quoi, hein. Voilà. Je pose... c'est pas du tout contre le projet, mais c'est la problématique à laquelle ça renvoie en cas d'ouverture de nouveaux commerces. Et puis j'en profite aussi pour vous demander si vous avez remarqué, je suppose que oui, l'état des arbres sur la place, où certains, manifestement, ne sont pas beaux à voir, et on peut même se demander si certains ne sont pas en train de mourir. Bon, c'est probablement dû à la sécheresse, je ne sais pas ce qu'il faut y faire, mais c'est dommage quand même. Merci, M. Bichon, nous l'avions remarqué, c'est vrai, parce qu'on y passe quand même assez souvent, une fois par jour. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit avant, concernant l'arrivée de nouveaux commerces. Je rappelle quand même que sur une partie, pas la totalité, mais une grande partie, il y a ce qu'on pourrait appeler une zone bleue, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont possibilité de stationner 2 heures par jour, et qu'ils ont c'est limité, mais 2 heures, je pense que ça suffit pour faire ces courses dans les commerces qui sont là. Que par contre, les voies de salle enlèvent les voitures ventouses, qui elles-mêmes enlevées donc des places, et puis que nous avons remis cet arrêté qui date je crois que c'était au siècle dernier, que cet arrêté municipal avait été pris, réglementant le stationnement de ce côté-là. Je rappelle aussi que concernant les véhicules municipaux, sur une parcelle du domaine communal, une parcelle privée, du domaine communal, nous en mettons là 6 à 7 véhicules, donc ça veut dire qu'on les enlève d'ailleurs. Donc je crois qu'on a quand même depuis 4 ans, grandement amélioré les possibilités de parking. Après, il appartient au commerçant de faire son travail. C'est pas au maire à prendre les gens par la main, les amener dans le commerce. Mais c'est au commerçant de savoir proposer quelque chose qui attire, proposer quelque chose où les gens viennent très très volontiers. C'est à lui, c'est ça le commerce. Si c'est pour faire comme à la mairie, c'est-à-dire ouvrir, je ne connais même pas les heures d'ouverture, je crois que c'est 8h, 16h30, voilà, donc il faut aussi coller à... C'est ça le commerce, je n'en dirai pas plus, mais le commerce c'est aussi attirer les gens dans son commerce. Hein. Donc on voit d'ailleurs des commerçants dynamiques qui s'installent, qui se sont installés et qui arrivent très bien à faire leur boulot et arrivent sans doute à gagner leur vie. Voilà, donc je mets au voie cette DUP qu'on a lancée. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons une DUP donc, au quartier Montoury, qui, je rappelle que nous avons un projet de nouveau gymnase, 3e gymnase, un projet de nouveau collège, et que par contre, entre
la commune et le SIG, le président du syndicat intercommunal Grand Var, nous possédons un certain nombre de parcelles, mais que par contre, nous avons dessus, sur la parcelle numéro... C'est la numéro 28, c'est ça? C'est la 28, là? Non. Mes lunettes ne suffisent pas pour... Voilà, sur la 238, nous avons une servitude de passage. Mais nous sommes propriétaires de celle qui est en dessous, qui est la 239. Le SIGV est propriétaire de la 237. Mais la 238, nous n'avons qu'une servitude de passage. Une servitude de passage, donc, pour desservir, autant la 238 et la 237, évidemment, aussi la servitude de passage pour les formants. Et nous n'avons pas une servitude de passage pour un collège. Donc, comme il y aura une voirie qui va se faire, une route qui va se faire à ce niveau-là, nous vous proposons de faire une DUP qui nous permettra d'obtenir sur cette parcelle, puisque le propriétaire n'est pas vendeur, d'obtenir sur cette parcelle le passage d'une route. Voilà. Après, évidemment, une fois qu'on aura cet outil, je pense qu'on pourra discuter avec le propriétaire, puisque vous savez comment ça se passe. Voilà, pas de questions. Oui, madame Berlinckers. Juste, je profite là de ce débat pour vous demander, est-ce qu'il y a déjà un projet pour l'ancien collège? Madame Berlinckers, je vous répondrai de la façon suivante. D'abord, le projet du collège actuel, c'est début des travaux 2022. Comme il y a au moins 24 voire 30 mois de travaux, donc nous sommes repoussés en 2024, c'est-à-dire au mieux, dans 6 ans. Je vous propose une chose d'abord, nous n'avons pas la maîtrise, c'est le syndicat, le SIGV qui normalement devrait, anciennement CICES, qui normalement devrait récupérer ce bâtiment de la part du département. Y a-t-il un problème d'amiante dans l'amiante? J'en sais rien. Au mieux, on va le récupérer dans 6 ans. Je vous proposerai d'attendre peut-être les élections municipales avant de lancer une quelconque étude là-dessus. Vous voyez, madame Berlinckers, si c'est vous qui êtes aux commandes demain, au moins vous aurez les mains libres. Alors, sur cette DUP, vous votez contre? Non, Ah bon. je vais en profiter pour poser une question qui est liée au cheminement vers le collège, qu'il soit actuel ou futur. Il y a un certain nombre de gens qui seraient fort intéressés par un cheminement piéton en vélo entre Loup-Cantounet et le skatepark, sachant que la distance est relativement faible. Il y a juste un terrain entre les deux. Ce terrain, de mémoire, c'est celui que vous avez annoncé une fois comme devant servir de bassin de rétention. Au moment où on avait parlé du chemin du Kouniaou. C'est-à-dire que le chemin du Kouniaou pour lequel M. Burkhardt avait demandé à ce qu'on lui laisse le chemin, vous nous aviez dit, en échange, il faudrait que le terrain qui lui appartient, qui n'est pas terriblement bien placé, etc., mais qui pourrait servir, de mémoire, je dis peut-être des bêtises, mais qui pourrait servir de bassin de rétention. Ce terrain, c'est sur le bord duquel on pourrait imaginer un chemin et un pont juste au-dessus du petit lac qu'il y a là, et il y aurait un magnifique passage totalement sécurisé entre Loup-Cantounet et la piscine, enfin le skatepark. Voilà. Donc c'est une suggestion, et sachant que pour l'instant les gens, que ce soit en vélo ou à pied, ils passent par la route et que ce n'est pas forcément génial. Je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter au prochain conseil municipal, c'est-à-dire le 28 octobre.
Je mets donc aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 150 000 € à la SA Unicim pour l'opération Jardin des Essences au lieu de Promologie. Nous avions déjà attribué à Promologie cette subvention. Promologie a été repris, le gouvernement actuel, enfin, le président de la République avait annoncé, le président de la République veut une concentration des organismes HLM, ce qui fait qu'on va encore avoir des usines, machin, invraisemblables, alors qu'on avait une petite société qui s'appelait Promologie, qui était adorable, sympathique. Maintenant, Promologie a été repris par Unicim. Donc je vous demande tout simplement de transférer de Promologie à Unicim, c'est ça. C'est la délibération, je ne sais plus laquelle c'était, que nous avions prise l'an dernier là-dessus. Mais on ne peut plus payer puisque ça a changé de nom. Voilà. Et j'étais assez clair, ce me semble. Donc je mets au voie cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 100 000 € toujours à Unicim pour la résidence intergénérationnelle au secteur de Montauric, c'est-à-dire 72 logements sociaux. Alors celle-là, on n'a pas encore fait, mais je vous propose donc de la mettre. Je rappelle que ça, c'est pris sur l'argent qui vous est prélevé, c'est-à-dire sur la pénalité SRU. Donc c'est-à-dire que cet argent, on ne l'aurait pas, plutôt de ne pas l'avoir. Moi, je préfère le donner à des opérations qui se font sur notre commune à aider ces opérations. Voilà. Et j'ai été assez clair, ce me semble. Alors, je vais voir cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons, puisque le ministre Salomon est excusé, il y a quelques petits problèmes de santé, je vais la remplacer pour vous dire que nous avons l'éternel, enfin j'ai éternel, c'est l'annuelle convention à passer avec le plan local pour l'insertion et l'emploi, convention de collaboration entre la métropole, et c'était avec la CPA, maintenant c'est avec la métropole, mais tous les ans nous passons cette délibération. Est-ce que vous avez la participation est de 5 500 €? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Juste une simple question. Est-ce que l'on sait le nombre de participants au PLI sur WLR, de gens qui bénéficient, c'est pas tout à fait le terme, mais qui participent au plan local sur WLR? Ben bon, la question. Je vous répondrai, vous notez que je vous répondre à la prochaine centaine. Voilà, plus de questions, je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons rapporté Roger Mossé, c'est une subvention exceptionnelle à l'association AORA, c'est l'association des officiers et réservistes du Pays d'Est, pour l'année 2018. Il est demandé. Merci, M. le maire. Il est demandé au conseil municipal de donner son accord pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association des officiers réservistes du Pays d'Aix. S'il y a des questions, je vais répondre. C'est des gens qui sont bénévoles, qui viennent à chaque manifestation qu'on leur demande d'être présents, et qui sont présents sur la commune et apportent un service important de sécurité. Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Contre, ok. Abstention, une abstention, donc majorité. Merci. Ensuite, nous avons le versement de la quote-part, c'est rapporteur TDS. Versement de la quote-part de la commune aux dépenses du fonctionnement du SIGB, année 2018. Oui, merci M. le maire. Donc il est proposé, comme chaque année, le versement de la quote-part de la commune aux dépenses du SIGB. Le montant annuel total se monte à 211 193,72 € et le montant de la dépense est lié au budget communal au compte 65 541. Question à M. Tisson a des questions à poser.
Monsieur Pisson, les questions à poser. Mais il n'y a que deux. Il n'y a que deux micros, je l'ai dit au début. Oui, je n'avais pas souvenir du vote annuel, mais quand, sur ce rapport, effectivement, c'est une note de synthèse, mais là, vraiment, on ne peut pas faire plus synthétique. Hein. Moi, j'aurais bien quand même aimé savoir la somme des dépenses de fonctionnement du SIGV ou bien le pourcentage qu'on apporte. Et puis, deuxième chose, on a bien toujours un agent qui est mis à disposition du SIGV aussi. Simplement, Monsieur Pisson. Monsieur Casagrande. Oui, mais ce n'est pas pour temps plein. Il faudrait peut-être donner à M. Alexander un truc, parce qu'il va peut-être intervenir. M. Casagrande est à 90% mis à dispo du CI, du SIGV, et le SIGV nous rembourse. Quant à la participation de la commune de Boubert, je vous rappelle simplement les délibérations que nous avons prises en leur temps, c'est 65% Boubert et Sinam 35%, puisque Cabriès s'est retiré. Voilà. Donc on a fait le SIGV continuer avec les deux communes. Alors, je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la DM numéro 1, rapporteur Teddy Alexandre. Oui, mais encore, merci Monsieur le maire. Donc, je rappelle que cette décision modificative a été validée par la Commission des finances. Donc, cette décision permet de modifier le budget prévisionnel, d'intégrer les résultats des budgets eau et assainissement de 2017 suite à la clôture de ces budgets. Donc, je vais vous faire la présentation de l'ordre d'ensemble. Pour vous faciliter, si vous voulez, vous avez en page 5 du budget. Donc, nous avons en fonctionnement 8 000 € de dépenses, nous avons 8 000 € de recettes. En investissement, nous avons 450 946,08 € en dépenses et autant, c'est-à-dire 450 946,08 € en recettes. Le résultat des deux budgets annexes à reprendre. Dans le budget de l'eau, en fonctionnement, nous avons 169 923,50 €. En investissement, nous avons 1 480 890,31 €. En assainissement, en résultat cumulé toujours de 2017, nous avons en fonctionnement 339 603,97 €. En investissement, nous avons 2 078 948,30 €. Donc nous affectons au budget principal un excédent de fonctionnement cumulé de 509 527,47 € et un excédent d'investissement cumulé de 3 559 838,61 €. Après affectation des résultats, nous avons donc en dépenses de fonctionnement 8 000 €, en recettes 517 527,47 €, en investissement 450 946,08 € et en recettes 4 784,69 €. Maintenant, vous avez donc, si vous voulez aller en page 6, vous avez absolument le détail des dépenses de fonctionnement, de recettes de fonctionnement, que l'ADM est parfaitement équilibré avec une dépense de 8 000 € en fonctionnement, avant affectation de résultats. En page 8, vous avez les dépenses d'investissement et les opérations d'équipement, qui se montent donc à 450 946,08 €. En recette d'investissement, vous allez donc à la page 9, où vous avez donc une DM de recette d'investissement de 450 000 €, 450 946,08 €. Avez-vous des questions? Voilà, la commission des finances a vu ça et l'a voté à l'unanimité. Ok, donc je me vois cette DM numéro 1. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention, donc 2 abstentions, donc unanimité des votants. Je vous remercie. Je voudrais dire, monsieur le maire, il faut dire à tous nos amis du conseil municipal qu'ils n'oublient pas de voter la décision modificative avant de partir.
Qu'est-ce que j'ai dit? Voter. Voter, elle est votée, mais facile. Bien, nous avons aussi les APCP, autorisation de programme et crédit de paiement. Toujours M. Alexander. Oui, je crois que je n'ai pas besoin de rappeler ce que sont les APCP, c'est l'autorisation de programme et le crédit de paiement. Donc il est proposé au Conseil municipal de modifier pour 2018 l'autorisation de programme aménagement de la RD8 comme suit. Donc, en montant de la paie initiale, c'était 3 429 372,23 €. Nous proposons un avenant de 28 000 €. Le nouveau montant donc, de l'AP, c'est-à-dire l'autorisation de programme, sera de 3 457 372,23 €. Et donc le crédit paiement pour 2018 passe à 1 528 000 €. Les dépenses seront financées par des subventions, de l'autofinancement et le FSD, TVA et de l'emprunt. Question? Pas de questions? Donc je me revois cette APCP revue. Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Non plus. Ah, une abstention. Donc unanimité. Merci. Ensuite, nous continuons. Alors maintenant, c'est l'autorisation de signature de l'avenant numéro 1 à la convention entre la préfecture et la commune concernant la télétransmission des actes remis au contrôle légalité. Pour la petite histoire, ils nous obligent à la télétransmission et il faut qu'on passe une convention avec eux. Cherchez l'erreur, en tout cas moi je n'ai toujours pas compris. Rapporteur, Kelly Alexis. Oui, je vais essayer de donc le décret 2005-324 du 16 avril, pris en application de l'article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, dispose que la collectivité territoriale qui choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité, signé avec le préfet, signe avec le préfet une convention. Cette convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité entre la préfecture de Bouches-du-Rhône et la commune de Bouc-Belair a été signée le 6 janvier 2009. D'un commun accord, la commune de Bouc-Belair et la préfecture de Bouches-du-Rhône ont décidé que les actes transmis par voie électronique soient les délibérations et décisions du maire prises sur délégation du conseil municipal. Les arrêtés du maire, les annexes éventuelles de ces décisions, délibérations et arrêtés. Conformément à l'obligation de dématérialiser le marché public au 1er octobre 2018, l'avenant numéro 1 a pour objet de modifier la dite convention en vue de l'étendre aux actes soumis au contrôle de légalité de la commande publique. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention du 6 janvier 2009 entre le représentant de l'État et la commune de Bouc-Belair concernant la télétransmission des actes relatifs à la commande publique et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention du 6 janvier 2009 pour la télétransmission des actes relatifs à la commande publique et à tous les documents y afférents. Questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce truc technocratique au possible? C'est une convention qui était prise en 2009, on faisait la télétransmission, mais aujourd'hui il faut dire qu'on va aussi télétransmettre. Bien, donc je mets au voie cet avenant numéro 1 à cette délibération, à cette convention avec l'État. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre des travaux de proximité année 2019 pour un bassin de rétention aux Terres Blanches enterré. C'est le truc classique que vous connaissez, hein, donc ai-je besoin de vous expliquer ce que les travaux de proximité, nous en avons quand même beaucoup, qui sont subventionnés par le département. Question? Pas de question, donc je me vois cette délibération. Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus, nullité. Je vous remercie. Et là, c'est toujours les travaux de proximité, c'est pour la rénovation du réfectoire de l'école maternelle de la Salle. Voilà, on avait prévu dans la délégation de service public, et vu le prix, bien écoutez, on fera, si vous en êtes d'accord, travaux de proximité, également une subvention au conseil départemental, subvention que nous n'avons pas eue, évidemment, si on avait fait autre chose, et ça a augmenté le prix des repas. Donc on le prend à notre charge avec la subvention, ça n'augmentera pas le prix des repas. Question là-dessus.
Pas de questions. Je mets au voie cette délibération à Monsieur Pisson. Une question à poser. C'est l'école maternelle de la salle. On n'avait pas prévu dans la convention Garrigue la réflexion de la... C'est là où je comprends pas. Mais c'est ce que je vous expliquais. Oui, bien sûr. On avait demandé, mais c'était pas dans le contrat de base, c'était comment vous appelez ça? C'était une des options complémentaires. Voilà, c'était une option. On l'avait pas C'était une retenu. option. Donc on l'a pas retenu. Donc c'est comme on l'a pas retenu, parce que quand on a vu le montant, on s'est dit c'est pas la peine de retenir, on fera ça, je vous proposerai ça. Donc vous voyez que je suis mon idée. Voilà. Donc je mets au voie cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, on va passer maintenant, vous m'avez entendu suffisamment, à l'information sur la rentrée scolaire de cette année, donc qui a eu lieu il y a 3 semaines. Oui, merci monsieur le maire. Donc pour cette rentrée 2018, le fait marquant a été l'augmentation du nombre des enfants sur nos écoles, avec une augmentation qui est significative, que nous avions anticipée par l'aménagement de la carte scolaire, vous vous en souvenez, en fin d'année scolaire donc 2018. C'est 67 élèves sur la commune qui ont fait une entrée donc en supplément sur nos écoles, dont 54 en élémentaire. Suite à cela, on avait anticipé la carte scolaire, on a fait les démarches auprès notamment du DAZEN et de l'Éducation nationale, et cela a abouti à l'ouverture d'une classe complémentaire à l'école élémentaire de la Salle. Aujourd'hui, il y a 1500 élèves qui sont scolarisés sur la commune. C'est un chiffre qu'il faut relativiser, affiner, je dirais, puisqu'on est en attente des effectifs définitifs après radiation post-rentrée de la part de l'Éducation nationale. Donc c'est l'Éducation nationale, lorsque les enfants, les parents partent de la commune, et souvent les parents font la démarche auprès de l'Éducation nationale, ne font pas de même en mairie, et donc il y a une période là où il faut faire corroborer les chiffres. Donc on a en élémentaire 964 élèves, et en maternelle 536. La commune compte aujourd'hui sur le groupe scolaire des Pins 15 classes, 11 à la Bergerie, 16 donc à la Salle, 12 à Virginie de Dieu. Sur les faits marquants sur les écoles, une nouvelle directrice est arrivée à l'école maternelle de Virginie de Dieu, Mme Padia, qui avait enseigné il y a quelques années de ça à la Salle, donc c'est un retour sur la commune. Il y a de nombreux travaux également qui ont été faits sur les écoles pendant cet été. Je ne vais pas en faire la liste exhaustive. La principale information concernant les travaux concerne l'école élémentaire des Pins et notamment le contrat départemental et la rénovation et l'extension des classes de CP sur l'école des Pins, pardon. Donc il y avait 2 classes de CP qui étaient dans des préfabriqués, qui dataient un petit peu, vieillissants, et qui ne répondaient plus avec un état de vétusté qui s'avançait. Et on a pris donc dans le cadre du contrat départemental l'option de les rénover, pas de les rénover, de les reconstruire, pardon, de les reconstruire et de mettre en lieu et place non pas 2 salles, mais 3, pour anticiper en fait l'évolution de l'urbanisme sur le centre du village, puisque cette poussée du nombre d'enfants scolarisés sur la commune ne va pas en faiblissant n'ira pas en faiblissant sur les prochaines années, et on anticipe au maximum. Donc aujourd'hui, la livraison des constructions modulaires qui accueillent actuellement les enfants pour vider les anciennes constructions qui vont être détruites, qui sont détruites. Donc la livraison a été fin août. Le 10 septembre, le désamiantage sur le week-end a été fait et on a détruit les constructions existantes.
Pour l'avenir, donc, on est en train de passer le DCE, le document de consultation des entreprises concernant la dalle qui va soutenir les prochaines constructions modulaires. Le DCE pour la construction modulaire, qui seront des constructions donc, qui seront faites en usine et assemblées sur place, va être publié d'ici la fin de l'année pour une installation sur début 2019. Donc, en fait, il y a donc 3 objectifs, hein, je le rappelle, c'était la vétusté, l'adaptation et l'anticipation sur les effectifs futurs, et également l'augmentation de la capacité d'accueil de la LSH, puisque vous savez que l'école des Pins est l'annexe de la LSH du centre aéré de Virginie de Dieu, et que la capacité d'accueil est calculée en fonction des mètres carrés disponibles. Autre fait, c'est la restauration municipale, l'entrée, donc M. le maire en a en partie parlé, l'entrée en vigueur des nouvelles conditions de la DSP, notamment, je ne vais pas y revenir, sur les conditions d'annulation des repas, mais également sur le 100% bio hors protéines. Nous travaillons actuellement sur des actions à mettre en place, notamment sur la lutte contre le gaspillage. C'était un axe majeur de la DSP. C'est en train d'être mis en place, donc d'ici la fin de l'année, des premières actions seront mises en place par le délégataire en ce sens. Sur le centre de loisirs, un petit focus sur cet été. Donc, on a accueilli 451 enfants sur cet été et 57 jeunes de 12 à 17 ans. Il y a eu plusieurs activités, notamment un séjour été qui s'est déroulé du 16 au 20 juillet et pour laquelle, donc, sur l'ensemble de cet été, il y a actuellement une enquête de satisfaction qui a été envoyée aux parents. Donc on va leur demander ce qu'ils pensent notamment des conditions d'accueil, etc. Il y a un ensemble d'items là-dessus. Mais également, plus spécifiquement sur le séjour été, l'avis des participants au séjour d'été sur l'augmentation de la durée. Aujourd'hui, cet été, c'était 4 jours. Donc on voulait avoir un petit peu le sentiment des familles et savoir s'ils seraient opporteurs et s'ils voudraient qu'on augmente un petit peu la durée de ce séjour. Enfin, le dernier fait marquant, c'est le partenariat avec le collège dans le cadre de l'espace jeune et le développement des heures d'ouverture de l'espace jeune sur la semaine. L'idée est de faire de cet espace jeune un espace pour lequel les enfants s'approprient. On veut que les enfants jeunes s'approprient cet espace. Pour cela, il faut leur donner l'habitude de venir. Il y a 3 créneaux qui sont ouverts depuis septembre, le matin jusqu'à 9h40, sur le temps méridien et le soir jusqu'à 16h40. Ça donne la possibilité aux enfants de venir, d'être cet hiver, ils seront chauds plutôt que d'être sur le skatepark, et de s'approprier les lieux. Donc c'est une action qui a été mise en place avec le collège, avec des relais sur les délégués de classe dans le cadre du collège également. Donc c'est une action qui est vraiment co-construite avec tout le monde et qui rencontre un franc succès puisqu'aujourd'hui il y a plus de 200 jeunes qui sont inscrits, donc c'est libre d'accès, mais par contre il faut que les jeunes soient inscrits et qui s'inscrivent, puisqu'on a des jauges à ne pas dépasser, donc effectivement il faut qu'on cadre un petit peu ça. Donc 200 jeunes qui aujourd'hui sont inscrits à ce service. Voilà, monsieur le maire, en 2 mots, les faits marquants de la rentrée 2018. Merci. Est-ce que vous avez tenu à ce qu'on fasse quand même un point sur cette rentrée, puisqu'on a dépassé les 1500 normalement élèves scolarisés. C'est énorme, et c'est comme ça. Voilà, félicitations pour le travail que vous menez dans l'ensemble des
des écoles, monsieur le maire adjoint. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc on n'a pas voté là-dessus. Mesdames, messieurs, l'ordre du jour est terminé. Par contre, j'ai reçu 2 questions diverses. De Mme Verniquel et de M. Coulisson. La première, le mardi et le vendredi sont les 2 seuls jours sans chasseurs dans les collines, soit 2 jours qui permettent à très peu de gens les promenades en famille ou la pratique sportive. Serait-il possible d'échanger l'un de ces jours avec le samedi ou le dimanche, ou au moins l'après-midi, pour que les familles et les sportifs puissent profiter durant le week-end de nos forêts sans angoisse et en toute sécurité? Je répondrai à ça d'abord, ce n'est pas la compétence du maire, c'est que le maire fait en sorte que tout le monde s'entende et que tout le monde puisse se supporter ou non. C'est quelque chose qui est important. Ça dure même pas 5 mois, la chasse ne dure pas 5 mois. Je sais que le mercredi, il est prévu le mercredi pour les enfants et petits-enfants des chasseurs. Bien souvent, ils ne vont pas à l'école, ils vont avec plus souvent leur grand-père, voire leur arrière-grand-père, chasser. Et que par contre, le mardi et le vendredi, qui sont des jours où il n'y a pas de chasse, sont prévus pour que les écoles puissent aller dans la colline. Ça, c'est ce qui m'a été dit. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai connu il y a une trentaine d'années, ici même autour de cette table, où on avait un conflit entre les chasseurs et les habitants. Bon, ça se faisait beaucoup du côté de la bergerie. Bon, aujourd'hui, avec la société de chasse, il y a eu une entente. Elle a accepté de ne pas chasser sur l'ensemble de la commune. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut quand même savoir que la société de chasse et donc les chasseurs ont un investissement très, très, très important. Ils investissent bien souvent dans le cadre du comité communal de feux de forêt, qui encadre les jeunes l'été pour faire la surveillance en forêt ou s'occuper de la faune et de la flore l'été, ce qui est important, parce que l'entretien de la faune et de la flore, si on n'entretenait pas la faune et la flore dans nos collines, vous pouvez être sûr qu'on n'aurait plus. La flore, on l'aurait peut-être sauvage, mais la faune, c'est clair qu'on ne l'aurait plus. Donc, si on voit encore de la faune et du gibier dans nos collines, c'est parce que les chasseurs font le nécessaire. Et je les remercie d'ailleurs pour ce travail. Donc, il y a un consensus qui a été fait, je pense que, enfin, en tout cas, ce n'est pas de ma compétence, je suis clair, il est vrai que je peux leur demander, mais ça a été, le consensus a été trouvé il y a déjà longtemps, et évitons de remuer un peu le truc. Enfin, je vous le dis très simplement. Deuxième question, le bruit est une pollution très souvent décriée par les habitants. Outre les nuisances sonores domestiques, les bouquins se plaignent du passage, en particulier la nuit, de véhicules à 2 ou 4 roues qui ne respectent pas manifestement les normes en vigueur. Les contrôles du niveau sonore des véhicules sont-ils parfois réalisés sur la commune afin de combattre cette pollution? J'ai eu l'occasion, suite à votre question, de bien me faire préciser ça avec le commandant de brigade. Vous savez que nous avons une réunion hebdomadaire avec l'adjoint délégué à la sécurité, le commandant de brigade et le chef de la police municipale sur la sécurité dans la commune. C'est 1 fois par semaine. Donc j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le commandant de brigade qui m'a dit que lui n'avait pas le matériel nécessaire. Ce matériel se trouvait auprès de la brigade motorisée BMO, brigade motorisée, je ne sais plus ce que c'est. Brigade motorisée, c'est pas opérationnel, mais bon, peu importe, bon, la BMO d'Aix l'avait et qu'il leur demandé de regarder un petit peu ça. C'est vrai qu'on entend quelquefois, moi il m'arrive d'entendre, parce que j'habite pas très loin de la Nutière, sur la Nutière qui est une longue ligne droite, donc passer des fois des motos avec peut-être un échappement libre, ou tout au moins un échappement qui me paraît être au-dessus. Le problème, c'est que quand vous l'entendez, la plupart du temps, il est quasiment passé où il va passer, donc
faut toujours lui courir après. Donc, il n'y a pas de contrôle systématique, mais il est vrai qu'il y a déjà eu des verbalisations par la police municipale ou la gendarmerie, où on a verbalisé parce qu'on a entendu à l'oreille que les gens faisaient plus de bruit que la normale, donc les gens ont été verbalisés. Voilà. Mais il n'y a pas de contrôle systématique, malheureusement. Voilà pour les deux questions diverses. Allez, prenez le micro. Est-ce que vous avez une explication de la présence de la garde républicaine dans notre commune? J'ai vu ça. Écoutez, ça a été une présence à l'occasion de la fête du village où la garde républicaine à cheval, vous voulez dire à cheval, je crois qu'ils ont il y a 6 chevaux, 6 ou 8 chevaux et une douzaine de gendarmes, donc cavaliers, qui sont dans le département depuis début juillet, je crois. Donc, et ils font systématiquement voilà, nous avons réussi à les faire venir ici, j'en dirai pas plus. Voilà, j'en dirai pas plus parce que... Voilà, donc ils étaient présents quand il y a des manifestations. Et nous avons eu également une sortie d'école, voilà, parce que il est à Marseille, mais c'est vrai que Marseille n'utilise pas les cavaliers comme ils devraient l'utiliser. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, mesdames, messieurs, l'ordre du jour est terminé. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée.